Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui a opposé Lev Pologaevski à Viktor Korchnoi lors de leur match qui comptait pour les demi-finales du tournoi des candidats en 1977. Ce match s'est disputé à Evian et la partie en question est la 6e partie de ce match. Alors, le contexte, si vous connaissez un peu l'histoire des échecs, est particulier puisque Viktor Korchnoi, un an plus tôt, avait fait défection, avait quitté l'URSS et en réaction, les autorités avaient décidé le boycott du joueur soviétique, enfin de l'ancien joueur soviétique, puisqu'il a été privé de sa nationalité, et aussi les grands maîtres soviétiques, à l'exception de 4, je crois, ont rédigé une lettre qui condamnait l'action de Korchnoi et demandait même sa disqualification pour le championnat du monde. Et parmi eux, Lev Pologaevski, qui était un des meilleurs grands maîtres soviétiques, mais qui, s'il a été à plusieurs reprises candidat au titre mondial dans les années 70, eh bien, n'a jamais été un candidat vraiment sérieux pour être champion du monde, même s'il a disputé deux demi-finales des candidats, d'ailleurs, perdu face à Korchnoi. Pologaevski est un grand maître qui a vécu ces dernières années en France et qui était connu en particulier pour la qualité de sa préparation de ses ouvertures. Ses carnets, ses cahiers étaient bien connus. Et puis, il est connu également pour une variante dans la CCN Najdorf qui porte son nom. Donc là, nous sommes dans la 6e partie de cette demi-finale des candidats. Korchnoi, qui a une certaine rage, on peut le dire, à l'égard des joueurs soviétiques, mène très largement après 5 parties, puisqu'il a gagné les 3 premières, et les 4e et 5e parties se sont terminées par la nulle. Donc même dans un match qui devait se dérouler en 16 parties, eh bien, on peut estimer que même après un tiers du match, celui-ci était déjà joué, puisque Korchnoi menait par 4-1, donc 3 points d'avance. Donc Pologaevski, dans cette partie, a les pièces blanches, et Korchnoi a les noires. Donc Pologaevski joue D4, E6, C4, et là, Korchnoi joue B7, B6, voilà, et un coup étonnant à ce niveau-là, qui amène ce qu'on appelle la défense au Wen, et la défense au Wen du pion dame, alors que dans les autres parties de ce match, jusque-là, Korchnoi avait joué cavalier F6, même par inversion de coup, cavalier F3, B6, donc, et on était transposé dans la défense ouest-indienne. Là, Korchnoi veut-il inciter Pologaevski à jouer l'ouest indienne? Alors évidemment, si Pologaevski joue cavalier F3, on peut jouer cavalier F6, et sur cavalier F3, Korchnoi aurait joué fou B7. Bah non, en fait, c'est un choix volontaire de la part de Korchnoi qui se justifie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la situation du match. Il a 3 points d'avance contre un joueur qui n'est vraiment pas au mieux de sa forme, qui est démoralisé. Et le fait de choisir une ouverture comme celle-là peut contribuer à le déstabiliser un peu plus. Deuxième chose, Pologaevski, comme j'ai dit tout à l'heure, était un joueur réputé pour la qualité de ses préparations et jouer une ouverture rarissime, surtout à ce niveau, et pas forcément très bien cotée, mais aussi pas forcément très analysée, peut être un coup psychologique très important. Et puis, troisième chose, c'est un peu le style de Korchnoi, même si dans les années 70, les choses ont changé. Korchnoi est un joueur qui jouait pour le gain et qui était prêt à prendre des risques pour justement accroître ses chances. Et on peut supposer évidemment qu'entre un Korchnoi qui a étudié cette ouverture et un Pologaevski qui découvre ça à la 6e partie, même si théoriquement les blancs ont l'avantage, et bien sur l'échiquier il en est tout autre. Donc là,
après ce coup, Polugaevski joue E4. Donc oui, je disais que la défense, ici s'appelle la défense Owen, du nom du joueur anglais. Mais en fait, la vraie défense Owen, c'est lorsque les blancs jouent E4, B6, D4, fou B7. Voilà, il n'y a pas le pion C4. Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus, en tout cas, c'est plus efficace dans cette position-là. Hein. Je vais prendre juste la position là, E4, fou B7, fou D3. Je pense que c'est meilleur pour les blancs, car par exemple, si les noirs tentent C5, on peut jouer C3, c'est un peu plus flexible. Alors certes, évidemment, les blancs ont un centre très impressionnant, mais après tout, les noirs, par ce genre de système, acceptent ce centre, et c'est bien dans l'esprit hyper moderne, c'est-à-dire qu'on laisse les blancs posséder le centre avec les pions, mais on va les attaquer notamment avec les pièces. Fou B7, Dame C2, donc là, Polugaevski joue un coup ultra solide. À noter que sur cavalier C3, eh bien, on jouerait bien dans l'esprit de la défense Owen par fou B4, voilà. Et sur fou D3, eh bien, on pourrait envisager le coup F7, F5, voilà, qui est plus efficace dans cette position parce que justement les noirs ont joué fou B4. Et là, si on joue E prend F5, par exemple, et bien là, là ça va mal se passer parce qu'on joue fou prend G2. Et si on joue Dame H5 échec, et bien là, on joue tout simplement Roi F8 et on perd la tour. Alors que dans une autre ligne que je vais analyser très rapidement, les choses sont beaucoup moins claires pour les noirs et beaucoup moins favorables. Alors, quel est le coup critique dans cette variante? Alors, je ne vais pas m'embarquer dans une analyse exhaustive de la défense Owen, c'est fou D3. Voilà, fou D3, et là on estime que, bon, après cavalier C6, cavalier 2, cavalier B4, petit roc, cavalier prend, dame prend. Bon, c'est vrai que les noirs ont la paire de fous, mais les blancs ont quand même une position très solide au centre, et ils peuvent renforcer leur contrôle. Hein, voilà, les noirs ont quand même un certain manque d'espace et ils ont un petit peu du mal à trouver des bonnes solutions. Le fou D3 finalement qui a été échangé, il n'est pas si important que ça. Les blancs ne vont pas forcément se jeter dans une attaque contre le roi. La variante critique, effectivement, c'est F5. Voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure après cavalier C3 fou B4. Mais là, ça marche pas parce qu'après fou B4, il y a dame H5, roi F8, E prend F5, fou prend G2, on verra, c'est pas le meilleur coup, dame H5, et là, si on joue roi F8, on peut pas jouer, puisque le fou n'est pas sorti. Évidemment, pas question de jouer roi E7, puisqu'après dame G5 échec, évidemment, on gagne une pièce. Donc là, il faut jouer G6, F prend G6. Alors, juste une chose, évidemment, sur cavalier F6, eh bien, ça perd, hein, G prend G7, cavalier prend H5, G prend H8, et là, les blancs restent avec un avantage important sur cavalier F6, on joue fou E2, et si on joue fou prend H1, eh bien, on peut jouer carrément fou G5, et on gagne une pièce, hein, voilà, bon, si on joue sur roi E7, sur roi F7, on joue fou H5 échec, et c'est fini. Donc là, la partie est perdue, hein, vous constatez d'ailleurs que le fou et la dame attaquent le cavalier qui ne peut pas être défendu. Alors reste après F prend G6, bah, le coup fou G7 qui est la meilleure défense. Et là, c'est vrai que pendant longtemps, il semble qu'on est dans une situation extraordinairement compliquée. G prend échec, roi F8. Et là, peut-être après cavalier E2, les choses deviennent compliquées. On ne prend pas en G8 avec les noirs. Avec les blancs, pourquoi? Parce qu'après H prend G8, H prend G8, enfin G8, voilà, roi prend G8, dame G4, fou prend H1,
les noirs ont l'avantage matériel. Et ils vont, leur position, même si elle paraît difficile, elle peut tenir. Mais après cavalier E2, là ici il y a toute une série de menaces. Alors il y a d'abord la menace tour G1, qui fait que le fou de toute manière va devoir capturer la tour, mais il peut y avoir fou G5, et il peut y avoir cavalier F4. Et cavalier F4 avec l'idée d'aller en G6. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Donc fou prend H1, fou G5, cavalier F6, et là dame H4. Donc là, ici, finalement, on condamne les pièces noires, le fou G7 et la dame D8 à défendre, hein, parce que si elles abandonnent, il va y avoir fou prend F6, et là, la position s'écroule. Cavalier C6, et là, sans doute, un coup qui est très fort, c'est cavalier D2. Voilà. Cavalier D2 qui peut avoir plusieurs objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de faire grand roc. La tour va ici, et la tour va attaquer le fou, mais aussi la tour va agir par exemple sur la colonne G. Et puis aussi, autre idée, c'est de jouer F2, F3, qui enferme le fou en H1. Voilà, le fou en H1 ne peut plus sortir. Et donc, la position, en fait, devient favorable au blanc. Alors, par exemple, il y a des suites, hein. Il y a roi F7, grand roc. Là, le fou, qu'est-ce qu'il fait? Le fou, il peut aller qu'en G2. Mais s'il va en G2, qu'est-ce qui se passe? Il y a cavalier F4. Et si on joue cavalier prend D4, eh bien on va jouer fou G6, roi F8, et cavalier H5. Et là, vous voyez tout de suite que les noirs ne peuvent plus défendre ce cavalier, et que tout va absolument sauter dans cette position. Un F6 va sauter et tout s'écroule. Donc là, la partie est finie. Donc cavalier B4, fou B1, fou C6, et là on peut jouer certainement tour G1, avec des idées, encore une fois, comme cavalier F4, cavalier H5. J'avais oublié de mentionner cavalier F4, je disais pour aller en G6, mais aussi pour jouer cavalier H5. Et là, eh bien, la position des noirs devient très difficile. Donc cavalier D2, certainement, est plus fort. Voilà. Est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Très certainement, mais en tout cas, fou D3, F5 est vraiment une variante très dangereuse, à tel point d'ailleurs qu'on estime que la meilleure réponse, c'est fou B4 échec, roi F1, sinon il y a fou prend G2. Là, ça marche plus, puisque cavalier F6, et là, alors, on propose C5, B prend C5, A3, et là, les blancs ont donné provisoirement un pion, mais ils vont le récupérer tout de suite. Alors s'il faut A5, on joue D prend C5, avec la menace B4, ce qui force quasiment C6, mais vous voyez ici que le fou B7 devient absolument inutile, hein, même s'il peut jouer x6, et si on joue C4, fou prend C4, fou E7, bon, on peut sans doute prendre en E6, et vous constatez d'ailleurs quand même que les blancs eh bien, prennent l'avantage matériel, même si leur roi est déroqué, mais n'est pas pour l'instant menacé dans cette situation. Donc voilà pour la défense au web. Je vais tout de suite revenir à la partie. Donc Pologaevski donc, a joué Dame C2 et la Korchnoi joue Dame H4. Donc là, il joue véritablement l'attaque contre le pion E4, cavalier D2, fou B4, fou D3, F5 continue encore une fois cette stratégie d'agression contre le pion E4. Sur E prend F5, évidemment ici il y a fou prend G2 qui gagne. Voilà, ça j'espère que vous avez bien vu l'idée également de la défense au web. C'est cette option tactique
qui, lorsque le roi peut échapper à l'échec en H5, eh bien, s'avère décisive. Cavalier Gf3, fou prend D2. Et là, Polugaevski joue un coup assez étonnant, c'est roi F1. C'est un coup qui paraît très fort parce que finalement le roi, bon, certes se développe, mais il défend G2. Et les blancs ne perdent pas de pièces puisqu'il y a la menace contre la dame qui fait qu'ils vont récupérer le cavalier. Mais c'est peut-être pas le meilleur coup. Alors peut-être qu'on pouvait jouer simplement fou prend D2, dame G4, cavalier E5, dame prend G2, grand roc. On peut sacrifier du matériel pour essayer d'attaquer le roi noir, parce que les noirs n'ont pas roqué, les noirs ne se sont pas tellement développés. Fou E2, cavalier F6, et puis peut-être qu'on peut jouer quelque chose comme tour HG1, et sur dame prend F2, on joue, alors, le meilleur coup c'est dame H3, je pense, mais sur dame prend F2 ou dame prend H2, il y a le coup fou H6, qui est absolument terrible, parce qu'après G prend H6, il y a fou H5 échec qui gagne la dame. Autre option évidemment qu'on peut envisager, c'est cavalier prend D2, cavalier F6, G3, dame H3, fou F1, dame H5, fou E2, on peut répéter les coups. Sauf si les noirs évidemment ne veulent pas aller en H3. Et c'est vrai qu'à roi F1, c'est un coup quand même, bon, je trouve qu'il y a l'avantage de ne rien sacrifier. Polugaevski, qui c'est vrai est en manque de confiance, ne veut pas s'embarquer dans des variantes dont il estime que Korchnoi a déjà analysé, ça se comprend. Dame H5, fou prend D2, cavalier F6, hein, E prend F5. Un choix, attention, osé. Le meilleur, sans doute, c'est quand même de jouer E5, et les noirs jouent cavalier E4. Et c'est vrai que le cavalier en E4 est très bien placé. La position des noirs, là, n'est pas mauvaise. Mais les blancs ont quand même de quoi réagir. Il y a encore beaucoup à jouer. Après E prend F5, là, on va arriver dans une séquence extrêmement tendue, d'ailleurs, qui va consommer énormément de temps de réflexion aux deux joueurs. Fou prend F3. Eh oui, Korchnoi échange son fou pour détruire la structure de pion autour du roi blanc. G prend F3, cavalier C6, il fait fi du pion F5 parce qu'il menace D4. Fou C3, petit roc. Alors là, le débat, c'est vrai que la tour, lorsque les noirs rock, se retrouvent en F8, et donc elle se retrouve directement contre les pions triplés. Mais peut-être que le meilleur coup, c'était à un moment donné de faire grand roc. Soit tout de suite, soit peut-être après dame H3 échec, roi E2, grand roc, et d'ouvrir les lignes. C'était peut-être la meilleure option, c'était une option plus forte, parce que en plus, là, les blancs pouvaient ouvrir non seulement la colonne F, mais aussi la colonne E. Et on voit bien que les blancs, même s'ils ont la paire de fous contre la paire de cavaliers, ils ont une mauvaise structure de pion, et puis aussi, ils ont un roi blanc qui est quand même exposé. Donc là, c'était peut-être la meilleure option. Mais après petit roc, bon, il n'y a pas de mauvais choix. C'est pas un mauvais choix, mais il y avait peut-être effectivement plus fort encore. Tour 1, joué par Polugaevski, dame H3 échec. Roi E2, tour à E8. Donc là, on voit très bien le désir de Korchnoi d'attaquer à fond le roi. Il menace E prend F5 échec. Et évidemment, la sécurité de son roi est une inquiétude pour Polugaevski. Alors, il y avait peut-être dame H4 qui était possible plutôt que tour à E8, mais enfin là encore, Korchnoi joue d'une manière tout à fait logique. Alors, là, peut-être que le coup le plus simple, c'était F prend E6. Après tour prend E6 échec, roi D2, dame prend F3, roi C1, tour E8, tour D1. Là, la menace des blancs, c'est quand même de jouer D5. Et après tour D6, E7, eh bien, on arrive finalement à une position où le roi blanc a fini par faire le grand roc d'une manière artificielle et où les chances
reste quand même équilibré. Voilà, alors certes, la structure de pion est du côté des noirs, mais les blancs ont quand même bien résisté, ils ont la paire de fous qui peut être utile dans cette position. Donc là, c'était sans doute le choix le plus solide. Et dans cette position, Pologaevski a préféré jouer roi D1. Alors peut-être pensait-il, après dame prend F3 échec, qui est dame E2, voilà, dans cette position, peut-être, hein. Sur roi C1, évidemment, je pense qu'on peut prendre en F5. On peut prendre en F5, hein, parce que sur sur fou prend F5, eh bien, on peut jouer dame F4, roi B1, cavalier prend D4. Voilà. Donc là, on reste avec un pion de plus pour les noirs, et les blancs seront obligés d'échanger leur paire de fous pour s'en sortir, hein. Donc voilà, et sur tour D1 par exemple, si on joue tour D1, ben on joue dame C5, et si on joue fou prend D7, bah oui, mais là il y a cavalier prend D7, tour prend D7, et tour prend F2. Vous voyez, ici la contre-attaque des noirs leur permet d'avoir un milieu de partie de pièces lourdes avec un pion de plus, quand même assez intéressant. Mais là, Korchnoi joue E5, voilà, il joue sur le dynamisme de la position, il n'a absolument pas peur d'ouvrir le jeu avec la paire de cavaliers contre la paire de fous, surtout que la position n'est pas totalement ouverte. Vous voyez que le pion F5 est plus une gêne pour les blancs, hein, notamment pour le fou D3. D prend E5, cavalier prend E5, voilà. Et ici, le pion F3 est évidemment menacé. Alors, prendre en E5 avec échanger en E5 n'est pas bon. On prend E5, tour prend E5, tour prend E5, dame prend F3, on y laisse un pion. Donc, dans cette position, Pologaevski joue fou E2, cavalier prend F3, mais peut-être que là aussi, Korchnoi n'était pas obligé de prendre. Il y avait peut-être d'autres options, comme jouer D6 par exemple, ou C5, voilà, avec l'idée, pourquoi pas, de jouer cavalier C6, cavalier D4, ou après jouer autre chose. D6, ça permet de protéger E5. Mais c'est vrai que cavalier F3, c'est évidemment tentant, hein. Après tout, les noirs récupèrent un pion, parce qu'ils avaient un pion noir. Mais Korchnoi, évidemment, prend le risque d'avoir une position qui se simplifie à l'avantage des blancs. Un dame D3, c'est un très bon coup défensif trouvé par Pologaevski. Et si on joue cavalier G5, là on peut jouer roi C2. Et là je pense qu'il n'y a plus grand chose après dame prend D3, fou prend D3, cavalier E4, fou D4, C5. Et puis on peut jouer fou E3. Je pense que là la position va tendre quand même vers l'égalité, même si on peut supposer que la structure de pion va favoriser les noirs, mais enfin il y a le pion D7 quand même que les noirs devront surveiller. Mais là Korchnoi trouve une façon habile de continuer à garder l'initiative. Il sacrifie la qualité. Tour prend E2, tour prend E2, dame G2. Évidemment là on ne peut faire que rendre le matériel. Cavalier prend E1, cavalier roi prend E1 et dame prend H2. Donc là les noirs ont réussi à avoir un pion de plus, mais attention, les chances de gain ne sont pas plus élevées pour autant, parce qu'il y a eu des échanges de matériel, et les blancs ont même un petit peu de contre-jeu avec tour E7, voilà, donc ils visent la case G7 ici, et par exemple après dame G3 ils peuvent forcer l'échange des dames, et cette tour est très active. Et là, Korchnoi joue dame G1 échec, mais je pense qu'il aurait pu jouer un coup qu'il a joué plus tard, c'est H5. Je pense que c'est un coup qui est tout de suite meilleur, parce que
la séquence d'échecs n'est pas forcément utile, même si la dame sera sur une case plus intéressante. Mais H5, clairement, eh bien, Korchnoi pousse le pion qui peut être dangereux parce qu'il est passé. Donc c'était peut-être un coup un petit peu plus précis que Dame G1, mais il faut quand même aussi remarquer que les deux joueurs quand même manquent de temps. Déjà, on est au 22e coup de la partie, et qu'un échec, ça permet de gagner un peu de temps. Voilà. Dame G4, Roi E1, et maintenant il pousse H5. Et donc ici, la partie continue par Dame G3. C'est une très bonne idée défensive de la part de Polugaevski, qui sent que il peut pas s'en sortir avec les dames sur l'échiquier, et donc il propose l'échange des dames. À noter que s'il avait joué fou prend F6, tour prend F6, dame prend D7, bien là il y aurait eu tour D6 qui est terrible, menace mat en D1, dame A4 et dame prend F5, et là la position noire aurait été extrêmement forte parce que évidemment le roi blanc se serait retrouvé attaqué, et par exemple il y avait la menace de jouer dame B1, dame prend B2, et les blancs n'ont pas de contre-attaque possible. Sur tour 8, par exemple, on joue roi H7, je pense que c'est le coup le plus sûr, et là les choses évidemment se passeraient mal. Et après dame G3, donc on transpose en finale. Et c'est là, on est au 25e coup, qu'on va être à un moment de la partie où Korchnoi, qui avait mené vigoureusement l'attaque, voit qu'il faut transposer dans une finale de tour, mais il va pas transposer peut-être de la manière optimale. Alors, dans la partie, il a pris en G3. Mais peut-être que le meilleur coup, c'est de jouer tour F7. Pourquoi? Parce que là, la tour est obligée soit de prendre... Là les blancs doivent faire un choix. S'ils reculent, clairement, hein, en E3, par exemple, il y a dame prend F5, et on n'en parle plus. Il y a deux pions de plus. Il n'y a pas de menace. Bon, dame prend C7. Voilà, si on joue dame prend C7, bon, on joue dame D1, roi E2, et puis même il y a cavalier E4, avec la menace dame C2 échec, qui met fin à la partie. C'est terrible. Alors là, à voir comment échanger. Tour prend F7, dame prend G3, et prend G3, roi prend F7. On entre dans une finale fou cavalier avec un pion de plus pour les noirs. C'est gagnant, hein, surtout que le cavalier dans cette position-là n'est pas dominé par le fou. Donc là, on peut dire que c'est fini pour les blancs. Donc reste évidemment les choix. Dame prend G4, oui, non, il y a tour prend E7 échec. Et là, après dame E2, tour prend E2, roi prend E2. Voilà, on l'a dit, après roi F7, la finale est gagnante, hein, avec ce pion passé H qui est vraiment un poison terrible. Donc ici, que faire? Alors, il y a fou prend F6. Voilà. Donc ici, reste à savoir comment prendre. Est-ce qu'il faut prendre en G3 ou est-ce qu'il faut prendre en F6? En sachant que sur dame prend G3 et prend G3, on va retomber après G prend F6 dans la partie. Mais peut-être qu'il faut prendre en F6. Et là, après dame prend G4 échec, H prend G4, tour E4, parce que si on joue tour E8 échec, roi H7, roi E2, roi H6, là, le roi va aller en G5, attaquer le pion F5. Ça va être très très compliqué de le faire. Peut-être que les blancs peuvent s'en sortir, mais c'est une finale qui est quand même pas du tout évidente. Si on joue roi E3, on joue roi G5, roi E4, on joue tour G7. Et là, en plus, les noirs ont un autre atout. Ce pion G peut
constituer lui-même une menace. Et puis il peut y avoir la préparation de D5. On sacrifie un pion L1 pour capturer le pion F5, et on peut valoriser la majorité à l'aile roi. Donc là, on est dans une finale de tour, il faut calculer, et les deux joueurs sont en Zeitnot. Donc après l'échange là, si on joue tour E4, on peut jouer tour G7. Et là, par rapport à la partie, les noirs ont une meilleure finale parce que leur tour est mieux placé et que la tour blanche est moins active. C'est vrai qu'on peut jouer tour E8 échec, roi H7, tour A8, A5, mais ici il va y avoir le plan roi H6, roi G5, qu'on disait tout à l'heure, et qui va attaquer le pion en F5. Donc peut-être que dans cette position, il faut jouer tour F7. Korchnoi joue dame prend G3, F prend G3, tour F7, fou prend F6, G prend F6, tour E8 échec, roi H7, roi F2, roi H6. Voilà. Alors, là, les noirs, pour gagner, doivent aller chercher le pion F5. En effet, s'ils jouent A5, puisque on va voir Polugaevski va attaquer les pions de dame. Et bien là, il y aurait eu tour C8, peut-être, D6, roi F3, roi H6, roi F4. Et là, eh bien, le roi blanc occupe une case extrêmement forte. Et les blancs ne peuvent plus rien faire. Les noirs ne peuvent plus rien faire, ne peuvent plus progresser dans cette position. Et donc, Korchnoi l'a bien vu, il faut absolument arriver en G5 le plus vite possible. C'est sa seule chance de gain, donc c'est pour ça qu'il joue dans cette position roi H6. Il va donner des pions à l'Elda, mais s'il arrive à capturer le pion F5, il a encore des chances de gain. Sur roi F5, roi F3, roi G5, là, si on revient à roi E4, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? On joue tour G7, et là, on va aller chercher le pion G. On va aller chercher le pion G, et on va soutenir le pion H. Donc là, c'est évidemment la catastrophe. Hein. Les blancs n'auront pas le temps, hein, s'ils jouent B4 par exemple, roi G4, s'ils jouent A4, roi prend G3, et c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un autre élément dans cette position qui est intéressant, c'est de voir que la tour ne peut pas revenir défendre dans son camp à cause du roi E4. Donc le positionnement des pièces blanches n'est pas très bon. Donc Polugaevski applique une règle en finale de tour qui est cruciale, c'est l'activité. Il vaut mieux une tour active que une finale de tour passive avec égalité de pion. Il sait que le pion F5 ne peut plus être défendu, donc il lance la contre-attaque par B4. Roi G5. Alors, est-ce que peut-être pour empêcher C5, il faut jouer des D6 à voir. Alors, peut-être que B5 est possible sur A4. Bon, à voir aussi. On peut jouer tour G7, suivi de roi G5. On continue. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment aussi que les noirs ont une finale qui est gagnante. En tout cas, qui est très bonne. Mais Polugaevski trouve la seule façon de tenir. Tour A8, roi prend F5, tour prend F7, D6, A4. Là, ici, Polugaevski mobilise ses pions. Alors, il peut avoir la possibilité, en jouant A5, de se créer un pion passé A. Mais on va voir que le problème, dans ce cas-là, c'est sa tour. Mais aussi, il peut jouer A5, puis C5 pour éliminer un maximum de pions. Parce que en éliminant un maximum de pions, il augmente ses chances de nul. Comme on dit, je répète souvent un dicton concernant les finales, si vous avez un pion de plus, échangez les pièces. Si vous avez un pion de moins, échangez les pions. Roi E6, A5, B prend A5, tour prend A5. Oui, ici, ce coup est très important parce qu'il attaque le pion H, pardon, et il permet de jouer C5 et d'éliminer les pions. Alors que si les blancs avaient joué B prend A5, eh bien l'inconvénient de ce coup, c'est que cette tour est mal placée. Si la tour avait été derrière,
ça aurait été une très bonne chose. Mais là, c'est pas du tout le cas. Roi D7, si on joue tour A8, par exemple, tour E7, A6, tour E5, tour F8, tour A5, tour prend F6, roi C6, et oui, le petit coup défensif qui permet d'aller chercher le pion A avec le roi et pas avec la tour. A7, tour prend A7, tour F5, tour A4, tour prend H5, tour prend C4. Et bien là, on peut continuer à défendre dans cette position. C'était une possibilité. Et par exemple, si on joue A6, là, il y a tour F8, ou peut-être tour E7, tour B7, tour E5. Ben non, il y a tour B5 qui permet de défendre grâce au pion C4. Donc il faut jouer tour F8. Et vous voyez que la tour en A7 est pas bien placée. Si on joue roi F3, roi C6, tour B7, tour A8, tour B5, tour prend A6, tour prend A5, eh bien la finale reste quand même toujours meilleure pour les noirs. Il y a certainement des chances de nul, mais les noirs ont plus de chances de gain parce que notamment ce pion en F6 n'a pas disparu et que les noirs peuvent s'en prendre au pion C. Donc là aussi c'est une suite qui est peut-être plus difficile. Après tour prend A5, les choses vont être un peu plus simples parce que Polugaevski va échanger les pions. F5, C5, voilà. Tour H7, là aussi Korchnoi, et on est en Zeitnot, il ne reste plus que quelques secondes aux joueurs qui ne savent même plus combien de coups ils ont joué, nous sommes au 36e coup. Korchnoi joue, j'allais dire, sa seule chance, c'est pour se créer un pion passé, il faut échanger le pion G3, donc il va jouer H5, H4 pour avoir le pion F. En sachant que, pourquoi il préfère H5, H4 plutôt que F5, F4, c'est parce que si les pions s'échangent, eh bien, la finale tour et pion H contre tour ne gagne pas dans cette situation-là, avec la position du roi blanc telle qu'elle existe. Alors qu'avec le pion F, il y a encore des chances de gain, on va voir ce qui se passe. C prend, B5, on pousse, H4, G prend, tour A8, tour B4, tour B8, roi D5. Là, le contrôle du temps au 40e coup est dépassé, mais donc on est au 41e, mais les deux joueurs ne le savent pas, ils sont en blitz, ils jouent en mode finale de tour, et on va voir que ça peut amener, surtout après 5 heures de jeu, à des erreurs que ces grands maîtres-là ne commettraient pas d'habitude. Là, ce qui est intéressant, c'est cette finale de tour. Est-ce que les noirs la gagnent? Normalement, non. Pourquoi? Parce que le roi blanc est bien placé en défense. Donc, il faut, pour que les blancs puissent la défendre, il faudrait essayer, encore une fois, de garder ce roi en bonne position et de faire l'échange d'un des pions dans la meilleure situation possible. Mais là, c'est une question de calcul. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux joueurs vont rater des coups, encore une fois, qui dans des conditions de jeu avec du temps de réflexion, ils auraient trouvé. Ici, Polugaevski joue roi F3, ce qui est un coup perdant, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fallait jouer? C'était roi E2. Pourquoi? Parce que sur roi F4, roi D2, ce qui est important, c'est de contrôler le pion D. F3, roi E1, tour B2, tour F8, roi E4, et là, on fait nul en jouant tour B8. Et si on joue par exemple roi E3, on va donner échec. Et si on joue roi D3, on va jouer tour D8. Et donc ici, on va arriver dans des finales évidemment connues, puisqu'on est dans des finales de base. Et la position du roi blanc est évidemment excellente en défense. Donc là, les blancs ne gagnent pas. L'autre solution, c'était de jouer tour B6. Mais le problème, souvent dans les finales de tour, c'est la capacité de la tour à bouger, c'est l'espace de la tour. En B6, la tour n'a pas tellement de quoi avancer. Si on joue tour B3, roi E2, F4, roi F2, roi E5, tour B8, roi E4, on avance, B6,
Bah non, on joue tour E8, roi D4, tour F8. Et si on joue roi E4, tour E8, si on joue roi D4, tour F8, alors on peut jouer tour B4. Bah là, on peut peut-être jouer roi E2. Et là, c'est quand même difficile de savoir comment les blancs peuvent avancer. Si je joue roi E5, bah on joue tour B8. Voilà, le roi noir ne menace plus le pion B, donc là, le pion F est défendu, donc là on va menacer de pousser le pion, ce qui fait que le roi noir va devoir revenir en défense, contrôler le pion en D5. Et donc on peut éventuellement transposer dans des variantes, hein. On est dans cette position-là. On est dans cette position-là avec un pion de plus. Voilà, en fait, on est dans cette position-là après, après ça. Voilà, sauf que le pion, la tour est en B4. Donc là, on peut peut-être jouer tour B6. Voilà. Mais roi E2 est plus simple. Là, Polubievski joue un coup qui paraît simple, c'est roi F3. Mais en fait, ça perd. Pourquoi? Parce que là, les noirs pouvaient jouer roi C5. Et là, ce qu'il y a de très important, c'est que maintenant, le roi contrôle le pion B. Le roi blanc ne peut pas aller chercher le pion en F5, puisqu'il y a la tour en B4 qui l'empêche. Et du coup, eh bien, les blancs perdent. Alors, voici les deux lignes. Si on joue B6, eh bien, on peut prendre en B6. Voilà. Alors, évidemment, on ne prend pas en B6. Tour F8, D5, roi E2. Sur tour prend F5, on va le voir. Là, il y a tout simplement tour E6. Et là, la finale est gagnée. Donc, il faut revenir en E2. Tour E6 échec, roi D3, tour E5. Et là, on est dans une finale de tour qui est perdante, hein, pour les blancs. Voilà, alors on peut continuer. Un tour C8 échec, roi D6. Si on joue tour E8 échec, bah, roi E7. Et puis ensuite, on va pousser l'un des pions, notamment le pion F. Un tour H8 par exemple, on va jouer F4. Et si on joue roi D4 par exemple, il y a tour F5. Voilà, sur roi D4, on joue tour F5 et ça gagne. Voilà, et puis si on joue tour C8, roi D6, si on joue roi D4, eh bien on va donner échec, roi D3, on pousse F4, et puis on va arriver à la même situation dans ce genre de position-là. Donc la finale est complètement perdante. Autre solution, c'est de jouer tour F8, F4, mais là, bon, si on joue tour F5 échec, D5, roi F2, tour D4, c'est fini, hein, les noirs ont gardé leurs deux pions de plus, et les blancs peuvent abandonner sans beaucoup de regrets dans cette position. Mais je rappelle simplement que la finale ici est gagnante pour les noirs. Pourquoi? Parce que les noirs vont pouvoir soutenir l'avancée de leur pion, soit de côté, soit de devant. C'est le principe du bélier, un roi E3, un roi C4. Et ils vont prendre l'opposition, pousser le pion. Enfin, tout ça, c'est du basique. Donc roi F3, c'est une erreur à cause de ça. Mais Korchnoi lui joue un échec, tour B3, encore une fois on note, un échec ça fait un coup de jouet. Et là, le coup est un coup qui laisse échapper le gain. Roi F4, roi C5. Alors pourquoi? Parce qu'on va revenir dans la position. En fait, après roi prend F5, tour prend B5, Polubievski a bien vu que la finale était évidemment perdante. Pour les raisons que je viens de citer. Mais en fait, il y a tour A8 qui fait nul. Tour A8 fait nul. Voilà. Dans cette position, voilà, si on joue D5, on joue roi E5, roi C4, tour A4, roi C3, tour D4, et c'est complètement nul. Voilà. Cette finale ne peut pas être gagnée
Le pion n'est pas assez avancé pour qu'il soit susceptible d'être dangereux. Et Pologaevski n'a pas vu tour A8 dans Zeitnot, je présume. Il joue tour C8. Mais évidemment, après roi prend F5, roi prend F5, roi prend B5, roi prend F5. Et bien là, la finale est gagnée. Alors, la partie est intéressante justement pour voir comment ça continue. À noter que Pologaevski aurait pu abandonner à l'ajournement, mais il continue sans doute aussi, encore une fois, en raison du climat dans ce match. Tour E3. Donc voilà comment gagner une finale tour et pion contre tour. Il faut empêcher le roi adverse de s'approcher du pion, que ce soit en attaque ou en défense. Donc là, le roi blanc est coupé. Roi F4, tour E1, tour D8, roi C5, tour C8, roi D4, roi F3, D5. Vous voyez, le pion avance, mais il permet de protéger le roi. Ici, on va voir l'élaboration de ce qu'on appelle le pont du Sénat. Voilà, roi C3, tour A3, roi B4, tour D4, tour C1, D3, tour C8, D2. Et oui, la tour a bien coupé le roi, mais le problème c'est que le pion avance. Donc il faut revenir, échec. Voilà. Et ici, on est dans la fameuse position du Sénat qui gagne. Voilà. Donc, tour C7, tour F5, roi G2, roi E2, et voilà, ensuite, ici, voilà la manœuvre de Lucena qui conclut la partie. Et donc finalement, au 65e coup noir, Pologaevski décide d'abandonner. Voilà donc pour cette partie. Une partie intéressante, dramatique, c'était la 4e victoire de Korchnoi en 6 parties. D'ailleurs, il gagnera la 7e, là aussi grâce à une belle préparation. Et il mènera donc par 6 points à 1. Dans ce match, Pologaevski remportera ensuite la 8e partie, mais ça n'est qu'un baroud d'honneur puisque le match était fini et les joueurs ont ensuite conclu par des nuls. Et Korchnoi s'est qualifié pour la finale des candidats sur un score de 8,5 points à 4,5 points. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir évidemment de cette partie? Alors d'abord la finale de tour, bien évidemment, que je vous invite à analyser. Et éventuellement, bon, c'est principalement l'objet. Après, vous avez beaucoup de variantes tactiques sur lesquelles je suis allé très vite. Voilà, ce qui montre aussi que Korchnoi était un joueur qui sortait souvent des sentiers battus dans sa façon de jouer. Kasparov avait résumé ça dans son livre L'épreuve du temps, lorsqu'il il expliquait comment il avait préparé son match contre Korchnoi en 83, en disant que finalement Korchnoi, ce qu'il avait marqué, c'est plutôt la façon, non pas la force de Korchnoi dans les finales, mais c'était, j'allais dire, l'utilisation des moyens. C'est-à-dire que Korchnoi sortait souvent des sentiers battus pour provoquer la décision, plutôt que de traiter les finales d'une manière, j'allais dire, relativement classique, relativement habituelle. Et ça a souvent été la caractéristique de Korchnoi, qui s'est distingué par exemple de l'école soviétique par cette propension à s'écarter des sentiers battus, et ce qui lui avait valu d'ailleurs remporter beaucoup de victoires dans les tournois, de subir aussi quelques défaites cuisantes. Mais en tout cas, cette partie-là montre les qualités de combattant de Korchnoi et un peu son jeu qui pouvait, même au sein de la partie, avoir quelques fluctuations. Voilà, et bon, même s'il a fallu un peu d'aide de Pologaevski pour qu'il remporte cette partie. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous retrouver prochainement pour l'analyse d'une autre partie d'échecs.